vous avez demandé en début de saison dans l'émission de pré-saison, on va dire, combien est-ce que vous estimiez que la GIA aurait de points en fin de enfin, après les 5 premiers matchs. On y reviendra un petit peu. En tout cas, beaucoup étaient optimistes. Peu avaient dit 6 points seulement. On voyait beaucoup de 7, voire de 9. On y reviendra, on reviendra sur les 5 premiers matchs en fin d'émission. En tout cas, grand plaisir de vous avoir ce soir avec nous. On est parti. Emmanuel, si tu peux nous parler un petit peu de l'été toulousain et du début de saison de la Ville Rose. Ouais, était très très agité puisque Damien Comolli, qui était le président depuis le rachat du club en 2020 et qui était vraiment l'homme à tout faire, est parti fin mai à la surprise générale pour rejoindre la Juve comme directeur sportif. Et donc ça a mis un immense bordel dans le club parce que c'était vraiment lui qui avait la main sur tout, de A à Z, et c'était surtout pas du tout prévu par l'actionnaire. Donc on a mis quand même 1 mois et demi à se retourner. Et mi-juillet, on a Cloarec qui est arrivé comme président. Et Victor Bezani, qui était en charge du recrutement, a un peu pris du galon et est devenu directeur sportif. Et après, il y a eu pas mal de mouvements en interne. Donc il a fallu se retourner très vite pour faire un mercato avec les moyens du bord, parce que déjà, il a fallu vendre. Comme tous les clubs moyens ou petits de Ligue 1, voilà, on est dépendant quand même des ventes. Donc il fallait faire 40 millions de bénéfices. C'était ce qu'avait demandé Ah oui. l'actionnaire. Donc on l'a fait surtout grâce à la vente de JD Canvo, qu'on a vendu 27 millions quand même avec les Ok. bonus. Pour un joueur qui avait 20 apparitions en pro, c'est pas dégueu. Parti à Crystal Palace. Voilà. Et puis après, on a vendu quelques cadres quand même. Enfin, Vincent Siro, c'était le capitaine, même s'il était décrié. Zakaria Bourklal aussi, parti pour 8 millions au Torino. Voilà, donc quelques départs importants. Soiseau aussi qui est parti gratuitement à Séville. Et on a remplacé ces joueurs-là par des pitchouns, des petits jeunes, et puis quelques recrues un peu exotiques, on va dire, 2 Argentins, un attaquant brésilien qui a fait sa première apparition là ce week-end contre vous. Donc pas mal d'incertitudes. On est très bien parti là en début de saison en gagnant nos 2 premiers matchs contre Nice, à Nice, et on avait continué contre Brest. Et puis là, on restait sur 2 défaites contre Paris, où c'était un match qui a fini à 6-3, qui était un peu foufou, mais où finalement, on s'était pas si mal battu que ça. Et ensuite à Lille, où on a mené jusqu'à la 90e, et ensuite on s'en prend 2 dans le temps additionnel. Donc voilà, là c'était un peu le match, pas tournant, parce qu'au bout de 5 journées, il n'y a pas de tournant, mais c'était un peu plus un match pour se jauger, parce que là on sortait de 2 grosses confrontations, et voilà, on a perdu. Ouais, c'était un calendrier assez chargé pour le TFC en début de saison, Emmanuel. Wills, je vois que tu es là, que tu es enfin avec nous. Est-ce que c'est possible pour toi de te mettre à l'horizontale pour bien entrer dans le Non, cadre? c'est ce que j'essaye et je galère de fou. Déjà, bonjour les gars, excusez-moi du retard. Normalement, je le fais sur mon ordi. Et là, j'arrive même pas, je suis sur le téléphone, je galère de fou. Je sais même pas comment on met en horizontal là. Ouais, je sais pas. Bah, si tu as la rotation d'écran activée et que tu mets ton Bah, téléphone. c'est le cas. Mais regarde, tu vois, quand je fais ça et que je me mets comme ça, hop, 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 ça et- marche comme Ah, ouais, là c'est bon. Si tu retournes la caméra, normalement c'est bon. On devrait t'avoir dans le ça. cadre et à l'horizontale. Voilà, parfait. Ok. Nickel. Bon. Merci beaucoup, Wills. Pas grave, aucun problème pour le retard. Emmanuel, pour juste finir sur la mise en contexte, donc tu l'as dit, était quand même mouvementé avec d'abord le départ de Comoli, ensuite la nécessité de vendre, comme finalement beaucoup de clubs de Ligue 1 avec tout ce qui est droit télé, etc. Donc finalement, l'effectif, en tout cas sur le papier, en début de saison 25-26, est moins qualitatif qu'en fin de saison 24-25. C'est un peu ce qu'on s'est tous dit, mais en vrai, je trouve qu'on a quand même bien géré les contraintes de vente, parce que 27 millions pour un joueur qui a fait surtout des bouts de match, qui était un vrai prospect, un mec qui a amené à faire une vraie belle carrière. Là, d'ailleurs, il a fait un super premier match avec Crystal Palace. Mais c'était pas un cadre et c'était pas quelqu'un qui était crucial dans la construction de l'effectif. Siro, il arrivait en bout de course. Pour moi, c'était quelqu'un qui avait un statut à Toulouse qui était excessif par rapport à ce qu'il montrait sur le terrain. Et à Bourklal qui était pareil en bout de course avec nous et qui s'est jamais vraiment remis de sa rupture des ligaments croisés il y a 2 ans maintenant. Donc au final, on n'a pas perdu. Moi, je trouve qu'on n'a pas perdu des joueurs si importants pour nous. Après, il fallait les remplacer avec peu d'argent. Surtout, les salaires qu'on propose sont très bas, j'ai l'impression. Donc on l'a fait effectivement avec des joueurs qui t'apportent pas beaucoup de garanties, en tout cas pas au début. Donc il y a un peu cette transition-là. Après, nous, la chance qu'on a, c'est quand même d'avoir un centre de formation qui sort tous les ans des joueurs, et
Et encore cette année, là, on avait Dayan Metali qui était titulaire à gauche, qui a commencé la saison titulaire et qui n'a pas du tout déçu. Au contraire, il a été assez impressionnant. Il a réussi à manger Hakimi physiquement, ce que peu de joueurs sont capables de faire quand même, surtout à 19 ans. Et voilà, donc on s'en sort un peu comme ça avec quelques jeunes qui essaient de se montrer, et Djouma qui était titulaire aussi. Voilà, donc au final, je suis pas sûr qu'on ait un effectif. Enfin, peut-être qu'il s'est un petit peu affaibli, mais comme tous les clubs de Ligue 1 ont dû vendre et se sont globalement affaiblis, je pense, on s'en sort pas si mal et je pense qu'on est même aussi bien, voire mieux placé que l'an dernier pour finir dans la première partie de tableau, je dirais. On ne peut pas viser plus. Je pense qu'on n'a pas le niveau pour être européen, sauf si vraiment on surperforme et qu'il y a une dynamique. Mais 9 dixièmes, à peu près comme l'an dernier, ça, je pense qu'on peut le faire. Ouais, mais c'est une saison finalement assez honnête. Enfin, je veux dire, on verra en fin de saison le bilan pour le TFC, mais une 9/10e place pour Toulouse, dans le contexte qu'on connaît, avec l'été mouvementé qu'a connu Toulouse, finalement, ce serait pas une mauvaise position. Juste Mm. pour terminer, Emmanuel, sur la petite mise en contexte, la compo de samedi, de dimanche, pardon, d'hier, est-ce qu'il y a des absents, est-ce qu'il y avait des absents majeurs ou des retours? Est-ce qu'il y avait des retours? Alors, il y avait le retour, on va dire, dans le 11 de Noah Djouma qui n'était pas titulaire au dernier match contre Lille et ça avait pas mal surpris parce que c'est quelqu'un qui s'est montré, qui avait marqué contre vous d'ailleurs l'an dernier à la Baie des Champs. C'était son premier but en pro. Ouais, il avait fait un très bon match. Et ouais, Hmm. ouais, voilà. Et il n'a pas trop la confiance de l'entraîneur, bizarrement. Donc, c'était Hidalgo qui avait débuté le dernier match, qui est Santiago Hidalgo, qui est une recrue argentine et qui a 20 ans. Et on n'avait pas trop compris parce que c'est un peu le seul profil qu'on a qui soit capable de vraiment prendre la profondeur, utiliser l'espace. Et puis c'est quelqu'un qui percute, qui s'est éliminé en 1 contre 1. Donc un profil assez précieux dans une attaque où on n'a pas beaucoup de certitude. Donc lui, il arrivait dans le 11. Messali s'est reblessé, il revenait de blessure la semaine dernière, il s'est reblessé donc il n'était pas là à droite. Et après, c'était plutôt du classique. C'était un peu l'équipe qui est censée être l'équipe titulaire cette saison, en vrai. À part en pointe où il y avait Magri, et je pense qu'il sera en concurrence avec Emerson, le Brésilien, qui est entré ensuite en fin de match. Sinon, globalement, je pense qu'on a plus ou moins aligné ce qui sera l'équipe type cette saison. Il n'y avait pas Sidibé, mais ça, c'est parce qu'il y a de la concurrence derrière. Voilà, sinon, c'était l'équipe type. Ok, donc équipe quand même au complet ou quasiment au complet en Ouais. fonction évidemment de la concurrence et de ce qui va se passer en cours de saison, mais à l'instant T, c'était l'équipe plus ou moins au complet pour le TFC. Parlons un petit peu de la GIA, j'en profite évidemment pour vous souhaiter la bienvenue à tous dans le chat, ça fait très plaisir que vous soyez relativement aussi nombreux dans une soirée si chargée en termes de contenu foot. N'hésitez pas, hein, messieurs, aussi bien dans le chat que vous, mes intervenants, si vous avez à un moment une actu score sur le classique en cours. N'hésitez pas à intervenir et à nous donner. Je me doute qu'il y en a certains d'entre vous qui sont devant le match. Parlons un petit peu de la GIA, Will, si tu veux nous parler, si tu veux bien nous parler de la compo, avec pour le coup, encore une fois, des ajustements obligatoires par défaut. Bah oui, notamment Akpa qui continue d'être sur le banc parce que je pense encore trop juste physiquement, étant donné qu'il est revenu cette semaine à l'entraînement collectif. Le retour de Sierra Alta en tant que titulaire. Opegaard qui, malgré ses prestations plutôt moyennes, continue aussi d'avoir la confiance du coach. On en reparlera, je pense, dans l'émission. Et puis pour le reste, plutôt du classique avec Sinayoko qui est très remuant, mais du coup qui n'a pas encore un poste vraiment fixe cette saison parce que bon, on sait que Namasso aussi réaxe pas mal. Mais après, au milieu, le milieu, à mon avis, ça va être ça toute l'année. Je pense si tout le monde est en forme, ça risque de vraiment pas bouger pour le coup au milieu de terrain avec ce Danois Owusu. Et puis voilà. Ouais, c'est déjà bien. Retour de Léon dans les cages, effectivement, Danois Housson, on en Ah reparlera, oui. mais a priori, il n'y a pas de raison que ça bouge. Juste Guillaume, la même question que la semaine dernière, mais avec finalement voilà un match en plus. Au moment de la sortie de la compo, cette animation offensive avec Namasso, Sinayoko, Mara, qui sont, en tout cas sur le papier, des joueurs qui sont quand même plutôt d'axe. Qu'est-ce qu'elle t'inspire, toi, cette animation offensive? Avant, on va dire, enfin, si tu peux te remettre dans la position du Guillaume au moment de la compo, avant le match d'hier après-midi. Les compos sont un petit peu flous. Je les suis via X. Et c'est vrai qu'en regardant un petit peu les avis de nos amis au Serrois, tout le monde est un peu perdu. C'est pour ça que je m'étais permis de préciser un peu la compo que je voyais. Et c'était celle qui était sortie. Euh,
Les trois devant, pour moi, en sachant que Casimir n'était pas là, suspendu, je pense que Pélissier aime Casimir sur ce côté droit. Sinayoko était en pointe ces derniers matchs. Là, il a été mis plutôt ailier droit, enfin ailier intérieur, avec Namasso de l'autre côté. Il faut avoir entendu en conférence de presse Namasso, il a précisé que le couloir qu'il aimait, c'était le couloir gauche. Nous, ces dernières années, c'était Sinayoko qui jouait à gauche principalement, avec Traoré, bien sûr. Mais quand il rentrait, souvent, c'était sur le couloir gauche parce qu'il aime bien rentrer sur son pied droit. À droite, je pense qu'il est un peu moins à l'aise, Lassine. Parce que du coup, il ne peut pas rentrer intérieur, ce qu'il aimait faire pour enclencher la frappe généralement. Mais Mara a vraiment ce poste de numéro 9 dans l'axe. Lui, ce sera plus compliqué pour lui de jouer sur un côté. Donc, ce qui force Lassine à jouer ailier droit. Casimir, je ne sais pas, du coup, il va revenir. Je ne sais pas s'il sera sur le banc ou ça m'étonnerait que Christophe Pélissier sorte Sinayoko du 11. En tout cas, je ne le vois pas comme ça. Non. Je suis plutôt content de ces trois de devant. Je pense qu'on en reparlera malgré le peu de buts qu'on met depuis le début de l'année. Les trois de devant fonctionnent plutôt bien. Je les trouve difficilement bougeables sur ces prochains matchs. Ouais, c'est vrai que avant même de parler de les performances d'hier, que ce soit collectivement ou individuellement, on peut déjà dire que ça va être compliqué pour Pélissier la saison prochaine, enfin pas la saison prochaine, le match prochain déjà, de composer avec évidemment Sinayoko, Mara, Namasso, mais aussi quand même sur le banc, il faut le dire, des joueurs de qualité, hein, Lasso Koulibaly, Ibrahim Osman dans des registres différents. Le retour de Casimir qui, comme tu l'as dit Guillaume, on sait très apprécié par le staff. Évidemment, ça va être compliqué pour le staff de faire des choix et ça va nécessiter de mettre enfin, de vraiment prioriser la méritocratie, si je puis dire, où on verra ce qui sera Ouais. fait sur la suite de la saison. Mais en tout cas, on a quand même pour trois postes, six offensifs qui ont des qualités différentes, qui peuvent apporter dans des registres différents, et ça va obliger le staff à faire des choix et à essayer plusieurs choses, et ça va également obliger les joueurs à être le plus performants possible pour garder leur place. On y reviendra justement sur les performances de chacun des joueurs devant. Avant ça, on va parler un petit peu des performances collectives. Commençons par le TEF. Emmanuel, sur le match d'hier, on en parlait juste avant, tu nous disais que tu avais regardé un petit peu des séquences du match d'hier et que tu avais eu du mal à retrouver, toi, ton équipe du TFC de cette saison. Ça avait été une performance compliquée. Ouais. Bah, moi, je trouve que des deux côtés, c'était pas un match de très haut niveau, franchement. On avait du mal à développer les actions, beaucoup de ballons perdus facilement ou par des erreurs techniques. Après, en vrai, ça ressemble un peu au contenu habituel du TFC depuis 2 ans, hein, sous Martinez Novel. Je sais que c'est un entraîneur qui a plutôt bonne réputation hors du TFC et c'est pas totalement usurpé parce que je pense qu'il nous fait globalement peut-être un peu surperformer par rapport à l'effectif qu'il a. Mais après, on s'ennuie un peu dans le jeu. Mais globalement, là, du coup, je me refaisais une bonne partie de la première mi-temps. Je pense que c'est le genre de contenu qu'on fait la plupart du temps et ça peut tourner en notre faveur. Si on met le premier but, derrière, on a quand même une défense habituellement assez solide. Et ce genre de match, après, on arrive à les gagner. Je dis ça, mais après, on s'est fait. Contre Lille, on n'a pas réussi à tenir le score, mais c'était Lille. Je pense qu'on aurait pu gagner ce match. Le fait qu'on prenne le premier but, ça a un peu changé la physionomie, ou en tout cas notre approche du match. Et on a eu beaucoup plus de mal à faire le jeu parce que c'est pas quelque chose, un rôle dans lequel on est à l'aise. Et ouais, c'était pas très beau à voir, mais quand on peut pas miser sur notre solidité défensive et qu'on prend des buts aussi bêtes que celui-là, derrière, on a toujours du mal à faire le jeu. Et comme on n'a pas vraiment trouvé notre attaque non plus et qu'on a des doutes un peu à tous les postes, on a perdu. Ouais, moi je me demande, enfin je me demandais hier en regardant ce match et là avec un peu de recul, euh, finalement c'est quel est le fondement, quels sont les principes on va dire auxquels se rattache Martinez Novel. On, on a du mal, enfin je trouve que cette équipe de Toulouse, en tout cas sur le match d'hier, elle s'identifie vraiment à aucun schéma, le jeu porte pas plus d'un côté que de l'autre. Il n'y a pas vraiment ce bloc compact sur une assez longue durée, etc. Euh, Enfin, je me rappelle de la saison dernière où Messali, je crois, joue son premier match, fait sa première titularisation contre Auxerre sur le côté droit, Ouais. et où directement, et moi c'est pour ça que
c'est quand même un entraîneur que j'apprécie, Martinez Novel. C'est son premier match, première titularisation en pro dans un match voilà, important pour les deux équipes, etc. Et on lui confie directement des rôles. On sent que c'est un joueur qui a eu des consignes. Il avait pour consigne parfois de rentrer à l'intérieur pour apporter la supériorité numérique au milieu, parfois de prendre son couloir, etc. Là, j'ai eu du mal à vraiment ressentir la patte tactique, on va dire, ou l'identification tactique. Ouais, bah, franchement, c'est un peu une énigme cet entraîneur parce qu'il est arrivé avec une étiquette de tacticien brillant, ce qui peut être, hein, mais pour le coup, c'est pas quelqu'un qui impose vraiment des idées, c'est quelqu'un qui est vachement dans l'adaptation, dans la lecture de l'équipe adverse et qui va miser sur ça ensuite pour créer sa propre tactique. Là, on a beaucoup plus pressé qu'on l'avait fait sur les matchs précédents, en tout cas en début de match. Mais pour autant, après, balle au pied, on a du mal à voir des circuits se dégager. Donc ouais, et même dans son discours, Martinez Novel, c'est pas quelqu'un qui appuie tant que ça sur la tactique. Je l'ai même déjà entendu dire récemment que pour lui, c'était limite pas le plus important dans le football et il mettait vachement en avant l'énergie, la détermination, ce qui sont des choses qu'on a plutôt l'habitude d'entendre dans la bouche de Comboiré, quoi, plutôt que dans un entraîneur qui vient de la Masia. Donc un peu surprenant, mais ouais, je sais pas. J'avoue que c'est encore un peu une énigme pour moi cet entraîneur-là, mais c'est pas. Enfin, je lui donne quand même du crédit sur la partie tactique parce que c'est quelqu'un qui sait vraiment s'adapter et miser sur les faiblesses de l'adversaire. Et dans notre animation défensive, pour le coup, on est vraiment efficient et on sait mettre en avant et en valeur les joueurs qu'on a avec leurs lacunes. Leur Cresswell, typiquement, c'est quelqu'un qui a des limites, je pense, mais qui ne sait pas défendre très haut parce que c'est quelqu'un qui est relativement lent. Mais dans l'animation qu'on a, on arrive à le mettre en valeur. Donc ça, c'est à mettre à son crédit. Après on s'ennuie, quoi. Et on l'a vu une fois de plus ce week-end. Ouais, ouais, c'est vrai que moi, ouais, comme je te dis, j'ai eu du mal à vraiment trouver cette patte tactique, quoi, vraiment cette identification tactique. On sent une équipe quand même qui se cherche, qui a pourtant des joueurs de qualité. On a parlé de Edjouma, enfin, son compère de son homologue de l'autre côté, Yann Bo, on connaît quand même toutes ses qualités, qui peuvent parfois même se transformer en défaut quand il en fait un peu trop, mais il y a quand même de la qualité sur chaque ligne dans cette équipe. Et Ouais. malgré tout, on a du mal à sentir vraiment cette identification tactique. On reparlera ensuite des performances individuelles. Euh, Wills, Guillaume, je sais pas si l'un de vous deux veut apporter si vous avez eu, voilà, je sais pas, si vous avez une question à poser à Emmanuel ou Bah, Guillaume, si tu veux commencer ou comme tu veux. Oui, je t'en prie. J'ai la chance de côtoyer des supporters aussi du TEF autour de moi, dont un ami journaliste aussi qui est abonné là-bas au stadium. Et il se trouve qu'il est très, comment dire, il est quand même lucide sur l'effectif, la valeur de l'effectif, les pertes dont a parlé notre cher ami du TFC ce soir. Mais, euh, mais néanmoins, il trouve qu'il n'y a pas, enfin, moi personnellement, je le ressens aussi, qu'il n'y a pas de vraiment véritable connexion entre le coach et les supporters depuis qu'il est arrivé. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il considère ça comme une mission un peu temporaire dans sa carrière et qui ne s'inscrit pas forcément dans la durée. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'il est totalement conscient de l'environnement qui l'entoure, que ce soit. Et pourtant, il a connu quand même la Coupe d'Europe avec vous. Euh, le stade, les supporters, on sent qu'il n'y a pas cette proximité comme on peut. Bah, nous, c'est différent parce que c'est un club encore plus familial peut-être et plus petit, mais il y a pas ce côté un peu proche des trucs et du coup, les supporters ont du mal un petit peu à s'identifier et à son jeu et à sa façon de penser et à ses idées. Enfin, je sais pas ce que tu en penses toi, mais en tout cas, c'est ce que me disent souvent les supporters de Toulouse. Ouais, que c'est clairement ça, mais c'est des débats qu'on avait cet été avec la rédaction des Violets, là, pour qui j'écris. On se demandait un peu qui allait vraiment incarner cet FSC parce que c'était Voilà. vachement axé autour de Damien Comolli qui prenait une place énorme et Martinez Novel, au départ, c'est son choix. Il n'y a plus Comolli aujourd'hui. Cloarec, c'est vraiment un autre style. C'est quelqu'un d'assez discret, pas très médiatique et qui va pas faire des grandes déclarations. Et pas forcément taper du poing sur la table dans le vestiaire. Voilà. Et Novell, je suis pas sûr qu'il, même après 2 saisons qui sont relativement réussies comptablement, je suis pas sûr qu'il ait encore cette légitimité-là, ni à Ah, l'intérieur du club, ni auprès des supporters, où effectivement, il n'y a pas un grand amour pour lui. Et je suis pas sûr que ce soit non plus un manager brillant. Après ça, c'est toujours difficile à évaluer parce qu'on n'est pas dans le secret du vestiaire.
mais j'ai pas l'impression qu'avec les joueurs, il y ait vraiment des effusions, quoi. Donc ouais, c'est aussi une de ses limites. Ok. Bah, merci en tout cas Emmanuel pour ta réponse. Guillaume, si tu as un petit truc à ajouter ou sinon on passe directement à la GIA, c'est comme tu le souhaites. J'avais regardé le match de Toulouse contre le LOSC. Je les avais trouvés assez cohérents. Ils avaient vraiment mis des bâtons dans les roues aux Lillois, qui est quand même une grosse équipe de ce championnat. Et sur le match d'Auxerre, je les ai pas retrouvés. J'ai vu que Donum avait joué un peu plus bas que contre Lille. Je trouve un peu comme nous, on en reparlera peut-être, mais que ça manque de créateurs. J'ai trouvé le milieu Francis et Caceres très discret. On reparlera peut-être de Caceres, mais plus dans la provoque, etc. Mais en termes de ballon et de mise en place tactique, je les ai trouvés. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de création, il n'y avait rien. Après, je sais que Toulouse, derrière, avec Nicolas Hyssen et Cresswell, qui sont à plus d'un mètre 90, ils sont très très forts de la tête et très très forts sur les coups de pied arrêtés. J'avais vraiment peur de ces coups de pied arrêtés, ces nombreux corners, etc. qu'on a pris au début. Je sais que Toulouse ne réussit pas trop ces dernières années. Et j'avais vraiment peur de cela. Et même là, on a réussi à aller, avec étonnamment des sorties de Donovan, on en reparlera, sur les corners, chose un peu rare. On les a aussi embêtés. Donc j'ai été un peu déçu de Toulouse sur ce match. On n'a pas été flamboyant, on y reviendra aussi, mais loin de là. Mais j'ai vraiment été surpris du peu d'entrain de Toulouse. Ouais, mais tu as raison de parler du milieu parce que Caceres-Francis, c'est leur deuxième match à deux. Et c'est vraiment plutôt deux milieux défensifs. Et donc là, on se disait que Caceres, qui arrive à sa troisième saison ici et qui a montré des choses l'an dernier, qui a fait vraiment une super saison l'an dernier, on pensait qu'il allait prendre un peu plus en charge le jeu parce que dans un double pivot, il faut quand même que tu en aies au moins un des deux qui se projette. Et visiblement, il a du mal à le faire et ça peut poser question parce que derrière eux, il n'y a pas grand monde. Enfin, il y a Zauer qui est un jeune Slovaque qui est encore un peu frêle pour la Ligue 1 et on a Alexis Vossa qui a fait des super premiers matchs mais qui a 17 ans. Donc c'est un peu léger pour faire la saison et ça pose aussi des questions sur le schéma tactique parce qu'on est aujourd'hui en 3-4-3 depuis 2 ans et on n'a pas vraiment de plan B et on n'a pas forcément l'effectif pour ça en fait parce que justement on est un peu dépeuplé au milieu avec deux joueurs qui partent pour être les titulaires, mais qui pour l'instant sont vraiment pas complémentaires, donc ça va poser question. Et sur les coups de pied arrêtés aussi, pareil, j'en parlais aujourd'hui avec les autres membres de la rédaction et on se disait que depuis que Van den Bomen est parti, depuis maintenant, c'est la 3e saison sans lui, on n'a pas trouvé de tireur vraiment pertinent. Et ça pose problème, d'autant qu'effectivement, on a des joueurs comme Cresswell ou Nicolas Hyssen qui pourraient planter, quoi. Ouais, juste pour appuyer sur Guillaume, et on y reviendra plus sur le côté individuel, mais faudra qu'on y pense. Mais moi, j'ai mis quand même un petit point d'interrogation, je trouve, sur le positionnement de Beau, surtout quand Emmanuel et Guillaume vous parlez des lacunes dans la projection, dans la créativité au milieu, mais on y reviendra. Parlons un petit peu de la GIA. Wills, la performance d'hier, paradoxalement, c'est peut-être la moins bonne depuis le match contre Lorient. Finalement, c'est celle qui nous rapporte des points. Bah, j'ai envie de te dire un peu comme contre Lorient, effectivement, parce que au final, si on parle en termes de football, en termes de jeu et en termes de plaisir à regarder cette équipe-là, c'est vrai que paradoxalement, comme tu dis, je vais utiliser tes termes, on a pris plus de plaisir sur Nice, bien que ce soit un scénario qui est très très compliqué aussi à Nice et à Nantes, et bah malgré tout, et même Monaco, c'est vrai qu'on a été des malheureux perdants sur ces trois rencontres-là, mais on a le sentiment quand même que sur ces trois matchs, on a tenté plus. On était vachement mature dans le jeu, vachement patient, on a eu des occasions. On a surtout eu beaucoup plus le ballon, tout simplement aussi. Lorient, après, bon, difficile de juger un premier match comme ça. Je préfère m'appuyer sur le match d'hier quand même. Mais Lorient, c'était poussif. C'est le champion de Ligue 2 qui rencontre l'ancien promu de l'année dernière. Bref, on sait comment ça se passe. On sait que c'est des matchs en plus qui valent des points dès le début, tout en connaissant notre calendrier. Bon, malheureusement, on n'a pas su en récupérer derrière. Mais c'est vrai. Et puis après, aussi, il ne faut pas oublier que c'était quand même un match qui est aussi mentalement pas simple à gérer parce qu'on sait qu'on est obligatoirement déjà dos au mur à vouloir prendre 3 points, clairement, parce que sans manquer de respect à Toulouse, on sait très bien qu'avec Rennes, Lens et Paris derrière, si on ne prend pas des points de hier, on se retrouve 17e au final si on regarde le classement. Donc compliqué aussi à préparer parce qu'il y a des retours de blessés, il y a des machins, il y a un 11 qui est un petit peu chamboulé et tout.
Et puis il y a surtout ce penalty à la 4e minute que Dono nous sort miraculeusement encore une fois. Il nous rapporte tellement de points. Je ne cesserai de louer ses qualités sur sa ligne et même maintenant de façon générale de capitaine de la défense, hein, très clairement, depuis le départ de Joubal. Mais voilà, donc on encaisse un penalty, au final on l'arrête. Ensuite, c'est un petit peu poussif, donc on sent qu'on a quand même un petit sentiment de révolte et au final on est très justement récompensé avec ce but juste avant de rentrer au vestiaire en première mi-temps. Je suis arrivé à ce moment-là lors du match, j'ai commencé le match à la 35e moi. Et puis sur cette deuxième mi-temps, pareil, on sentait qu'on avait quand même un petit peu mis le frein à main, que c'était un peu plus difficile de se trouver avec un Amasso et un Mara qui végétaient un petit peu dans la même zone, donc un peu compliqué. Mais au final, on a trouvé Namasso pas mal intéressant dans l'axe aussi. Donc Sinayoko dans tout ça, qui ne sait pas trop se situer, qui d'habitude est dans l'axe depuis les 3 premiers matchs de saison aussi. Donc ouais, compliqué, mais malgré tout, je ne vous cache pas, messieurs, que j'ai été quand même bizarrement relativement serein. Pas satisfait, attention, pas satisfait de ce qu'on proposait, mais serein parce que bizarrement, j'ai l'impression qu'on est quand même vachement mature avec l'effectif qu'on a. Et on parlait tout à l'heure, Elliot, tu disais les 6 postes offensifs dont on dispose devant, c'est quand même inespéré par rapport au début de saison, par rapport au mercato, par rapport à surtout ce qu'ils apportent sur le terrain. Moi, personnellement, j'avais très, très, très peur de ça. Il n'y avait que le milieu et Léon qui me rassuraient à 100% si on regarde le squelette de l'équipe. Et au final, défensivement, il y a un Sioué qui sort de nulle part et qui prouve que peut-être qu'il est déjà prêt pour le grand bain. Presque plus près qu'un mec qui est là en championship depuis je sais pas combien de temps. Bref, donc agréablement surpris là-dessus. Et puis offensivement, content d'avoir chopé une bonne pioche, une bonne surprise. Namasso, là, on voit que c'est un international. Bon, ça veut rien dire ce que je dis parce que Baer l'était tout autant, mais on sent qu'il y a quand même cette envie d'aller harceler un petit peu la défense, de courir surtout, beaucoup courir. Il n'a pas le même physique que Baer et peut-être que c'est plus facile pour lui de justement être dans la réaction à chaque perte de balle ou dans le pressing. Mais on a l'impression qu'il y a plus de. On sent en fait qu'il joue en Afrique et qu'en Afrique, mine de rien, on a beau dire ce qu'on veut, mais les éliminatoires, les CAN, les qualifications de Coupe du Monde, ça envoie du pâté. Et on sait que c'est pas facile. Ils sont 40 millions de pays. Chacun veut sa place à la Coupe du Monde. Et on voit que Namasso, avec le championnat portugais l'an dernier, même s'il n'a pas été titulaire indiscutable à Porto, et avec la sélection camerounaise qu'il connaît depuis peu, on sent qu'il a l'envie et on sent qu'on est dans une période de sa carrière où il a envie de prouver. Et tant mieux que ça soit chez nous parce que avoir un joueur qui a faim comme ça devant, avoir Mara aussi qui a son expérience en Angleterre avec Bordeaux où il a été intéressant, malheureusement avec Strasbourg il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais ça reste aussi un attaquant qui a de la qualité. Franchement, je suis parti sur un long monologue, messieurs, mais je suis pas satisfait à 100% du match d'hier. Mais j'avais quand même le sentiment, contrairement aux autres années, qu'après l'expulsion débile d'Opegaard, que malgré tout, on allait tenir. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Emmanuel, il y avait un TEF qui n'était pas non plus transcendant, mais il faut reconnaître qu'ils ont eu des actions. Ils ont énormément de centres. Dono il nous en sort encore un face-à-face formidable. Il y a eu des têtes qui sont passées au-dessus. On aurait pu se faire égaliser. Mais néanmoins, j'étais stressé, mais je n'étais pas non plus abattu. Et je savais qu'on avait la capacité pour garder ces 3 points. Ouais, effectivement, le TEF a eu des occasions, hein, on le voit sur la droite de votre écran. Les XG, les buts attendus, 2,33 quand même pour le TEF, c'est quand même. Alors, évidemment, le penalty, il me semble que c'est 0,69 un penalty ou 79, je sais plus, mais enfin, évidemment, ça rajoute beaucoup de XG, mais c'est quand même une équipe qui a eu des occasions. Juste pour rebondir brièvement, deux choses. Alors, comme le dit Iglis, évidemment, le prix de Namasso justifie peut-être sa qualité, mais on sent quand même, comme tu l'as dit, Will, c'est un joueur qui a de l'expérience, qui a connu le haut niveau. Porto, c'est quand même une équipe qui joue la Coupe d'Europe. Il a joué la Coupe du Monde des clubs cet été, etc. Alors, effectivement, il n'était pas titulaire, mais on sent quand même un joueur qui, la gestion des temps faibles, temps forts, la conservation du ballon, dos au jeu pour pouvoir dos au jeu, mais oui, faire dos au monter jeu, le bien bloc, sûr. etc. On en reparlera dans les performances individuelles, mais on sent quand même un joueur d'expérience. Et puis, sur le côté collectif, tu l'as dit, sur le poste de 9, passer quand même de Baer
Ado, Aye en remplaçant à Namaso, Mara, potentiellement Sinayoko, Ah, c'est quand même un globe. je veux dire, voilà, il y a quand même rien à dire en termes de qualité, en tout cas là sur ce début de saison. Mm. Euh, Comme je le disais en préambule, paradoxalement, presque ces 3 points, Guillaume, finalement, est-ce que et je vous invite d'ailleurs à répondre dans le chat, est-ce que finalement, cette victoire-là, elle n'a pas été construite aussi sur les 3 derniers matchs, malgré les absences, malgré les changements de joueurs sur le terrain dus aux absences, aux blessures, etc., aux suspensions? Est-ce que finalement, on sent pas une équipe qui commence à trouver de la solidité, des automatismes, des joueurs qui commencent à se connaître de mieux en mieux? Est-ce que voilà, cette victoire-là n'a pas été construite aussi, malheureusement, on va dire, sur les 3 dernières défaites? Si tu regardes ces 3 derniers matchs et surtout depuis le début de la préparation estivale, si tu regardes le 11 qu'on a aligné contre Toulouse et même le 11 qu'on a aligné lors des matchs amicaux, il est totalement différent. On a eu des recrues qui étaient assez tardives et qui sont actuellement titulaires. On a aussi eu énormément de blessés. Comme l'a dit le coach cette semaine, il y a eu très très peu de joueurs vraiment valides pour pouvoir faire les entraînements collectifs. Sur un début de saison, ces entraînements sont hyper importants pour que les joueurs puissent se connaître, puissent avoir du feeling au niveau des passes, au niveau des appels. C'est très compliqué à ce niveau-là quand tu as un nouveau coéquipier qui arrive, tu le connais pas, tu sais pas voilà, comment il fonctionne, est-ce qu'il préfère aller partir à droite, partir à gauche. Tout ça, c'est une question de feeling, c'est une question de pratique. On n'est pas football manager, donc tu mets pas des noms comme ça et bizarrement ça roule. Là, ben, il faut connaître ton coéquipier et ça prend du temps. Donc, on n'est qu'à la 5e journée. Moi, si les derniers matchs, je suis d'accord avec Wills, les derniers matchs étaient plutôt très cohérents et on a vraiment pris du plaisir sur ces matchs-là. Moi, le match de Toulouse, le début de match, déjà, je ne sais pas ce qu'on a sur les débuts de match, mais on n'est Ouais. pas serein du tout. Mm. On joue avec la peur au ventre, les joueurs se regardent. C'est vas-y, sauve-moi, je suis pas trop bien, quoi. Et ça se sent. Et généralement, bon là, voilà, on prend le penalty assez très, très rapidement. Tu sens que les joueurs ne sont pas sereins et qu'il faut un quart d'heure, 20 minutes pour voilà, que le collectif se mette en place et que ça commence à avoir du lien entre la défense et l'attaque. Si tu regardes un peu la première mi-temps, alors je ne sais pas si c'était une décision tactique, mais en fait, il y avait un trou béant entre la défense et le milieu. Elisha et Kevin étaient très très haut sur le terrain. Alors je ne sais pas si c'était tactique et justement balancer des longs ballons sur justement Nicolaisen, enfin les tourelles toulousaines, pour récupérer les deuxièmes ballons. Parce qu'on voyait que Danois et Elisha pressaient ces deuxièmes ballons et d'ailleurs récupéraient pas mal de ballons comme cela. Mais tu voyais bien que Mensa, par exemple, il a fait pas mal de gestes en cette première mi-temps en disant avec des bras en l'air à qui je la mets parce qu'ils étaient très très loin. Opegaard était très très loin en première mi-temps. Il jouait ailier gauche. Les deux au milieu, les deux axiaux étaient très très loin aussi. Et quand tu es défenseur, tu veux faire du jeu propre et tu sais pas à qui la mettre. En gros, il n'y avait que Senaya qui se proposait et on jouait essentiellement couloir droit. C'était très très compliqué. Le but a fait vraiment vraiment du bien. Mais moi, dans la première mi-temps, je n'étais pas serein du tout, du tout. Non, et puis Oui. le gelon de Sierra Alta, c'est pas le gelon de Joubal, avec tout le Non. respect. Avec Bah, tout le respect. d'ailleurs, c'est pas. Enfin, on peut pas parler de gelon, c'est-à-dire que il regarde pas quoi. Il, il met le pied, ça part où ça part. Si c'est en Mais en touche, fait, c'est en là, touche. là, là, là où je suis très très étonné, parce que moi je l'ai vu, moi j'avais été le voir jouer une fois à Watford déjà. Bon, il avait été laborieux, ainsi que son partenaire de défense qui avait mis un but contre son camp, qui avait pris un rouge, bref, catastrophique. Néanmoins, j'ai l'habitude d'aller en Angleterre et la Championship, c'est vraiment du coup ce style de jeu où on va aller rechercher notre attaquant costaud ou nos ailiers rapides sur la profondeur, dos à la défense, justement avec des longs ballons. Et je suis très étonné qu'après 4 ans ou 3-4 ans, je ne sais plus, de championship de la part de Serrata, il n'arrive pas à nous produire des ballons de qualité à nos offensifs. Alors que c'est quelque chose qui, quand même, je le répète, en championship, qui est, selon les équipes et selon le style de jeu, en tout cas, c'est l'occurrence avec Watford qui joue jamais les 3 premières places depuis 4-5 ans, là, et on en voit devant. Et généralement, on en voit bien. Quand on en voit, c'est pour que ça donne quelque chose.
au moins aller gratter une touche, un corner, mettre la pression, faire monter le bloc. Là, il envoie dans l'espoir que Sina, Dani ou Sekoumara ait la balle. Sauf que malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. On n'a pas d'Mbaye Niang devant qui peut faire une tête ou je sais pas quoi. Donc c'est un peu chiant parce que on avait l'habitude un petit peu de ressortir quand on pouvait l'année dernière proprement, parce que déjà on avait les défenseurs pour. Joubal, c'était quand même très serein. Traoré, tu pouvais lui envoyer un ballon, même s'il faisait 1m12, ça pouvait coller au pied. Perrin, pareil, il pouvait s'appuyer sur le joueur, il pouvait gratter une faute. Enfin, bref, on avait les joueurs pour. Maintenant, Sinayoko est en train d'apprendre à le faire, il le fait plutôt bien. Namasso, pareil, on a l'impression qu'il sait le faire aussi. Mais il faut mettre des bons ballons. Si tu ne mets pas de bons ballons, c'est pas possible. Donc, malheureusement, avec le peu de densité qu'on a au milieu, avec un Owusu danois, malheureusement aussi, sans vouloir incriminer à 1000% Sierralta, c'est aussi la façon dont notre dispositif il est comme ça. Ça veut dire que ça va être plus compliqué cette année dans la façon dont on joue de ressortir propre et demander à Owusu danois de faire l'intermédiaire avec les attaquants. Parce que là, dans ce cas-là, s'il y a une perte de balle, ça va être très très compliqué. Heureusement, Toulouse n'a pas su le gérer comme il fallait et nous, on envoyait des longs ballons et du coup, ça nous permettait de pas trop prendre de risques en tout cas à ce niveau-là, même si c'était des saucisses de la part de Serralta. Mais c'est vrai que si on veut ressortir propre, Danois à Oussou, j'en suis ravi, mais à 2, face à un milieu qui par exemple peut être à 4, c'est compliqué. Donc il n'a pas non plus 40 000 choix, Sierralta. Et attention, non, vas-y. Notre milieu axial, c'est pas des joueurs créatifs. Elisha, techniquement, moi j'adore son état d'esprit, etc. Il y a des joueurs comme ça, c'est un chien sur le terrain, il fait plaisir. Mais techniquement, ballon au pied, c'est très très faible. C'est la question. Vas-y. Non, c'est la question de savoir si Haussmann va du coup réintégrer ce poste et du coup partir avec un milieu à 3 ou un milieu à 4 en losange avec un Oussou peut-être un peu plus derrière et un Danois, je sais pas, je ne sais rien comment ça peut se faire, mais il faut, pour moi en tout cas, dans la créativité pure, c'est compliqué de se passer d'Haussmann. C'est compliqué, honnêtement. Et Haussmann est à 2 passes D depuis le début de saison. Là, il fait banquette, il fait un super début de saison pour son jeune âge. Il n'y a pas l'expérience de la Ligue 1, etc. C'était très propre ce qu'il faisait. Malheureusement, il a été cantonné en jouant attaquant gauche. Là, Namasso est en train d'exploser sur ce début de saison. C'est très propre ce qu'il fait. Du coup, avec en plus la question d'âge d'Haussmann, qui a que 20 ans, je crois. Je pense qu'il va faire des petits bouts de match comme Koulibaly. Koulibaly, on n'en parle pas, mais même sur les matchs de préparation, c'était incroyable ce qu'il faisait dans l'envie. Il nous apporte en plus de la vitesse, c'est fou. Et sa combativité est très très importante. Et pareil, si tu regardes un peu les derniers matchs, Koulibaly ne joue pas non plus. Hier, je remarquais, on fait que 2 changements. Ouais. C'est vrai. Après, on fait que 2. Pellissier déjà. Pellissier devait rentrer, mais voilà. Pellissier déjà n'est pas un coach à utiliser forcément les 5 changements. Et en plus, dans un contexte où on prend rouge, généralement, il fait du bricolage. Là, l'entrée de Diousé, c'est clairement un peu du bricolage pour tenir le score sur les 5 dernières minutes. Il n'y avait pas vraiment de volonté. Voilà, c'est ça. Moi, je voulais juste rebondir. Il lui dit, vas-y, fais faute, prends un jaune. Parce que c'est ça. il est tellement capable de faire ça. Donc, c'est ça. Non, moi, je voulais juste rebondir sur 2 choses. La première, c'est que déjà, vous avez parlé de sérénité, de manque de sérénité plus particulièrement. Et je trouve que, on y reviendra juste après dans les performances individuelles, mais que ce manque de sérénité, il peut être dû, je pense, à Sierralta. On y reviendra. Mais je pense que le fait qu'il soit en grande difficulté avec ballon et sous pression, je pense que ça met en difficulté ses compères. D'ailleurs, ce qu'on peut voir, c'est que les 2 joueurs autour de lui, que ce soit Mensah ou Siwe, sont pas du tout invités à balancer devant comme ça. Ce qui veut dire que finalement, c'est pas forcément les consignes qu'ils reçoivent, et c'est plus par défaut qu'on demande à Sierralta que Sierralta fait ça. Deuxième chose, c'est sur le milieu de terrain. Guillaume, tu l'as dit, effectivement, 2 milieux très très hauts, et c'est vrai, c'est des milieux qui jouent haut ou sous danois. Et du coup, on a vu en deuxième mi-temps, je sais pas s'ils ont eu des consignes correctives ou quoi, mais sur certaines séquences, parfois complètement coupées, où finalement Danois fait tellement d'efforts que il va être très haut, presque en soutien de l'attaquant. Il se retrouve presque à la dernière passe, sur certaines actions. Et en même temps,
Owusu, du coup, très loin et un milieu vraiment hyper étiré. Donc, faudra voir comment ça s'anime. Juste avant de parler, on l'a dit, Sierralta et les performances individuelles, etc. Effectivement, c'est vrai, Kevin qui nous dit dans le chat, Jussé est venu pour couper l'intervalle Akpa Mensa. Et c'est vrai que Pellissier insistait énormément sur sa touche avec Akpa quand on a laissé un passer sur son dos. Je crois que c'est Emerson qui frappe petit filet, il me semble, ou Léon la sort, je sais plus. Mais en tout cas, effectivement, cette Akpa qui était, à mon avis, un poil léger, qui a été obligé de rentrer avec l'expulsion d'Opgard. Mais à mon avis, il était un poil léger et qui a laissé cet intervalle. Akpa Mensah là, qui nous faisait défaut. Oui, juste avant, je disais de parler de Sierralta, on va parler un petit peu du TEF, performance individuelle. Emmanuel, si tu veux bien nous parler un petit peu quand même des joueurs qui t'ont plu, je vous affiche les compos sur la droite de votre écran. Nouvelle affiche, j'espère que ça vous plaît. Voilà, comme ça vous permet de vous remémorer un petit peu les joueurs qui étaient sur le terrain. Emmanuel, si tu veux nous parler un petit peu des joueurs qui t'ont quand même plu côté TTC. Bah, c'est pas évident, hein. Franchement. Non, Donum, je pense, c'est celui qui a fait le meilleur match Ouais. dans la lignée de ce qu'il a fait depuis le début de saison, mais depuis un moment, depuis l'an dernier. C'est de lui qu'est venu le danger à chaque fois. Il a été dans un rôle plus axial en première mi-temps. Il était limite le troisième du milieu. Et après, il est un peu revenu sur son côté droit et c'est quand même beaucoup de lui que c'est venu jusqu'à la fin du match. Et c'est un peu le seul que j'arrive à sortir du lot sur ce match. Peut-être, j'allais dire Cresswell, mais même pas parce que je trouve qu'il a été moins serein que d'habitude. Pour moi, Donum, c'est le seul qu'on peut vraiment sortir du lot. Ouais. Gbo a tenté un peu des trucs, mais il est vite sorti de son match parce qu'il a voulu tirer le penalty alors que c'était pas à lui de le tirer. Donc, ouais, Donum, c'est vraiment mon seul top, je pense, à Toulouse. Justement sur Beau, on connaît sa qualité technique, etc. Enfin, je veux dire, c'est un joueur qui a plus grand-chose à prouver avec sa saison dernière. Voilà, c'est le leader technique de cette équipe toulousaine. On en a Ouais. parlé quand même, cependant, dans les performances collectives, de ce manque de créativité, voire de présence au milieu de terrain. Tu l'as dit, Emmanuel, avec finalement De Cis, Caceres qui a du mal dans la projection, etc. Euh, Est-ce que, voilà, par exemple, avec Magri Emerson et Gbo en soutien, est-ce que selon toi, ce serait intéressant de passer sur un système avec Beau qui vient finalement se recentrer? On sait, il a cette tendance à revenir dans l'axe sur son pied droit quand il est positionné sur le côté gauche, mais finalement, il est quand même cantonné à une position de côté, même si c'est de demi-espace. Est-ce que ce serait possible et pertinent pour toi de le remettre dans l'axe pour vraiment apporter cette créativité dans le cœur du jeu? Bah, c'est vraiment le débat avec lui depuis qu'il est là. On se demande si c'est pas un 10. Moi, je suis de l'avis que c'est pas un 10. Et que c'est pas un mec qui est fait pour évoluer dans l'axe parce que il aura moins d'espace et moins de temps. Et je pense que ça lui rendra pas service. Et le demi-espace gauche, là, où il peut un peu naviguer comme il veut, il peut aussi longer la ligne de touche et prendre et avoir de l'espace pour faire ses dribbles. Je pense que c'est vraiment ce qui lui convient le mieux. Et honnêtement, là, aujourd'hui, c'est vraiment notre certitude principale. Et c'est pas une énorme certitude non plus, Gbo, parce que c'est quand même quelqu'un qui a pas marqué entre le mois d'octobre et le mois de, je dirais fin avril, un truc comme ça, l'année dernière. Il a une longue période où il fait ni but ni passe D pendant très longtemps, pendant quasiment 6 mois. Et donc, on a encore quand même des doutes sur lui. Et notre animation offensive est quand même énormément construite autour de lui. Je pense que le 3-4-3, il se justifie aussi par le fait que ça le met en valeur. Moi, je pense que c'est vraiment ce que se dit Martinez Novel avec cette position dans le demi-espace gauche. Et après, franchement, on n'a pas beaucoup d'autres options devant parce que c'est Djouma qui est amené à occuper le côté droit, mais il n'a pas fait un super match. Et on voit que c'est encore quelqu'un qui va avoir besoin de temps et d'un peu plus de confiance de la part du coach pour se montrer. Et derrière, c'est Hidalgo qui était remplaçant en Argentine jusqu'ici. C'est Magri qui convainc personne. Et c'est Emerson qui a mis un but en 6 mois en Turquie. Donc, Ouais, Ligue 1 Plus qui sortait la stat hier, je sais pas exactement l'âge qu'il a, il a connu 7 titularisations dans toute sa carrière. qui ça, Emerson? Ouais, Ouais. Bah c'est ouais, non, mais et on a quand même mis 3 millions sur lui, ce qui est pas rien pour nous, le budget qu'on a. Et surtout, vu les stats qui sortent. Mais après, moi, j'ai bien aimé son entrée, en vrai. oui, oui, Je oui. pense que notre meilleure occasion là en deuxième mi-temps, c'est sa frappe qui est sortie par Léon qui sort bien. À Euh, voir si ça se confirme, mais j'ai l'impression que c'est un peu un profil atypique parce qu'il est imposant physiquement, il est quand même très grand,
mais il a Ouais. l'air assez mobile et même Ouais. avec balle au pied, il a l'air correct, hein, largement. Ouais, exactement. C'est vraiment l'impression que j'avais sur les vidéos qu'on avait vues de lui avant qu'il arrive. Et c'est le retour qu'on a aussi là sur ses premiers entraînements. C'est que ça a l'air d'être quelqu'un d'assez mobile. Faut voir s'il se débrouille bien balle au pied, mais j'ai l'impression que ça va. Et effectivement, il en impose. Donc ça peut être intéressant. Maintenant, il faut qu'il arrive à marquer et à concurrencer Magri qui plaît beaucoup à notre entraîneur. Et c'est vraiment la seule personne sur Toulouse qui aime bien Franck Magri. Il se trouve que c'est l'entraîneur. Et voilà. Donc, et après, oui, comme tu disais, on manque un peu d'animateurs et de créateurs. Parce qu'on a Donum qui peut occuper un peu ce rôle, mais c'est pas quelqu'un qui state beaucoup non plus. Il n'est pas forcément toujours à la dernière passe. Et puis il peut pas tout faire non plus depuis son rôle de piston. Donc, donc ça pose question. Mais après, c'est tout le problème qu'on a au milieu en alignant Caceres Francis, c'est qu'on n'a pas quelqu'un qui est capable de casser des lignes ou même de porter le ballon. Enfin, Caceres peut le faire, mais là, depuis le début de saison, il le fait pas. Donc, on va avoir ce problème-là, ouais, ça c'est clair. Ouais, effectivement, pour le problème à la création, même si tu l'as dit, Donum, moi je l'ai quand même bien aimé, il a toujours un pied gauche propre. D'ailleurs, son Mm. positionnement est assez atypique, un piston, généralement, c'est plutôt bon pied, si je puis dire, un gauche à gauche, Ouais, à droite et à droite. Et là, c'est quand même assez atypique, mais ça lui permet quand même de rentrer et bonne qualité de centre. Pour le coup, tout à l'heure, tu parlais des coups de pied arrêtés, je trouve il est pas ridicule non plus en tireur de coups de pied arrêtés, surtout vu ce qu'on a nous à Auxerre où c'est très compliqué. Hier, on a vu Marvin Senaya s'essayer à ouais. l'exercice. D'ailleurs, Guillaume, si tu veux nous parler un petit peu des performances individuelles des joueurs qui t'ont plu brièvement. Je pense que le premier nom à sortir, c'est Donovan. Ce penalty qui sort dès le début du match change le match. Il a pris vraiment, vraiment de l'ampleur dans l'effectif. Il a un caractère assez introverti, assez calme, mais ça reste un leader naturel pour l'équipe. Et tu parlais, Elliot, du peu de confiance qu'on avait peut-être au jeu de Sierralta et Donovan contrebalance, parce que lui, au contraire, en 1v1, il est très très fort. J'ai un peu peur parfois sur ses sorties quand il sort de la surface. Tu sens qu'il n'est pas très très à l'aise avec cela. Mais pour moi, ça reste vraiment le point fort du match hier. Tu as parlé d'un peu de Senaya. Je pense qu'on y reviendra sur ses coups de pied arrêtés. On n'a pas de tireur en fait. Donc en Ouais. fait, ils testent. Au match amicaux, ils ont essayé au Peugarde. Après, il y a Danois qui s'y est collé sur ces derniers matchs. Là, je vois qu'il s'essaye Senaya. Et pour moi, c'est une très très grosse erreur de recrutement de ne pas prendre quelqu'un qui est capable de mettre un coup de pied arrêté. Moi, Et je suis après, sûr que personne ne peut je tirer. suis sûr qu'Osman pourrait faire l'affaire, hein. Ouais, ouais, Dommage. peut-être. Mais tu verras qu'il n'y aura pas beaucoup de temps de jeu, malheureusement. Je pense que là, les Ouais. trois marquent des points devant. Et comme Koulibaly, il va prendre des miettes, malheureusement, selon le match. Il ne faut pas Ouais. oublier que même sur les 5 derniers matchs, on prend 3 cartons rouges. Donc, forcément, tes changements que tu as un petit peu prévus avant le match, tu changes de plan. Là, Haussmann, comme tu l'as dit, il s'est chauffé, il avait retiré le chasuble, etc. Il allait rentrer. Opegaard fait la faute, carton rouge. Voilà, ça redistribue les cartes. Malheureusement, il retourne sur le banc. Casimir aussi, Casimir peut lui tirer les corners, même s'il n'a pas été pour l'instant très flamboyant. Mm. Mhm. Il est assez propre. Par rapport à la moyenne de l'équipe, il est un Ouais. peu au-dessus techniquement. Mais ça reste un très gros problème en Ligue 1 de ne pas avoir de tir de coup de pied arrêté. Je pense que Mhm. c'est l'une des premières fois depuis de nombreuses années à Auxerre qu'on n'a pas. On a eu des tireurs incroyables avec Gauthier, avec Perrin, on a eu des tireurs incroyables, même Barreto à l'époque en Ligue 2, etc. Ça a tiré les coups de pied. Ouais. Arrêtez. Là, Vincent Granic. Ouais. oui, c'est vrai, très bon. Mais là, en Ligue 1, il ne faut pas oublier que les coups de pied arrêtés, c'est très très important à ce niveau-là. Ça peut rapporter des points. Là, actuellement, nos corners, tu vois Marvin Senaya, j'ai adoré son match, mais tu le vois partir au point de corner, tu n'es pas très serein en fait. Tu dis, voilà, il va faire ce qu'il peut. Mais tu D'autant plus que c'est généralement un profil qui reste derrière si jamais il y a contre. Donc, Mm. Et du coup, mon deuxième point, justement, ce serait Marvin Senaya quand même. J'étais un peu critique en début de saison en regardant les matchs amicaux. Je l'avais trouvé pas à l'aise et ça m'inquiétait fortement. J'ai même évoqué le cas de Si, qui pour moi aurait pu prétendre à être titulaire en ce début de Ligue 1. Et en fait, il m'a fait totalement mentir parce que je le trouve très très bon. En un contre un, physiquement, c'est une Mm. machine. Il ne se laisse pas ouais. déborder. Et même en axial, en défenseur central excentré, il a été aussi très très bon. Donc pour moi, c'est vraiment le deuxième point positif.
sans parler de l'attaque, on l'a déjà évoqué, mais sur ce match contre Toulouse. Ouais, je suis d'accord avec toi. Léon, Sinaïa, c'est des noms qui ressortent. Wills, quels seraient tes points positifs sur le match d'hier, individuellement? Moi, je vais être aussi. Si, ça dépend comment je vois les choses. Si je suis comme vous et que je me fie par rapport au match d'hier, effectivement, Senaya m'a fait impression, sachant qu'en plus, on joue le même poste, lui et moi. Donc, forcément, je, je suis attentif à ce qui se passe aussi quand il y a quelqu'un qui joue à mon poste. Il a montré beaucoup d'envie. Il était très près du joueur, que ce soit dans le pressing, que ce soit dans l'agressivité. Quand il y avait une passe vers l'avant, il collait directement, il pressait. Donc, ça fait plaisir à voir. Donc, effectivement, quand on a un joueur comme ça qui harcèle les offensifs adverses, bah, ça fait plaisir. Surtout qu'il en a récupéré quelques-unes justement en les contrant en attaquant le ballon. Donc, ça fait aussi plaisir. Il n'a pas peur qu'un joueur s'appuie sur lui et à attendre derrière. Des fois, il n'hésite pas à mettre le pied devant. Ça fait plaisir côté Auxerrois. Ensuite, moi j'adore Danois, donc forcément on va me dire oui, mais Danois tous les jours, tous les matchs, machin. Mais encore une fois, le volume de jeu, les courses qu'il fait dans le vide hier, les passes, même si c'est des petites passes de 2-3 mètres, mais pour gagner un petit peu de temps, mener le terrain, calmer un petit peu le jeu, temporiser, j'adore. Vraiment Danois, j'adore. Après, les gros moins, effectivement, c'est Haupegarde parce qu'on sent qu'il a vraiment, mais pas du tout confiance en lui, déjà. Ensuite, un déchet technique, mais qui est nettement au-dessus de toute l'équipe. À un moment donné, je me souviens je crois d'ailleurs, c'est juste avant le rouge, il demande à Danois de lui laisser la balle sur le contre. Il lui dit laisse, je gère. Danois s'écarte et lui laisse la balle. Il rate sa conduite de balle, la balle part en touche. Alors, ce geste de frustration avec la provocation toulousaine, oui et non. Il y a aussi, je pense aussi, la frustration d'avoir perdu un ballon aussi simple, tout simplement. Il y a un 3 contre 1 à jouer, 3 contre 2 à jouer. Il a juste à amener la balle vers le point de corner, ou en tout cas vers le but toulousain, il le fait mal. Il la met en touche. Donc, quand on te fait confiance et que tu fais des trucs comme ça, bah, ça rend fou. Donc, je pense que ça a participé aussi à son pétage de plomb. Mais non, plus pour moi, Donovan. Hein. Franchement, Donovan, comme a dit Guillaume aussi avec Senaya. Et je mettrais quand même Namasso. Même s'il n'a pas été étincelant tout le match, il s'est donné quand même tout le match et à des postes un petit peu différents, parce qu'il n'a pas commencé dans l'axe, il a fini dans l'axe, il a fait ce qu'il pouvait un peu partout. Son intelligence dans le but, parce qu'on voit que c'est un mec au service du collectif, et on pourrait croire qu'un mec qui arrive de Porto, il arrive à la GIA, il est international camerounais, il peut péter un petit peu plus haut que son cul, si je peux me permettre de l'expression. Et au final, je vois qu'il s'entend très très bien avec Sinayoko, qui est lui aussi international malien, on ne peut pas lui enlever tout ça. Mais on sent que, voilà, il y a des petits relais qui se font. Dans la surface, il aurait très bien pu, avant la passe à Sinayoko qui amène le but, se retourner et frapper. Il voit Sinayoko, il lui fait une passe dans la surface en profondeur, quelque chose qui est très risqué et qui demande quand même une justesse technique que tout le monde n'a pas, dans le bon timing, dans la surface, comme ça. Et puis Sinayoko, c'est un régal parce que, pareil, tu es dans les 7 mètres devant le gardien, tu peux tirer au premier poteau ou peut-être croiser dans l'espoir. Non, il la remet à Namasso qui arrive à contrôler du gauche, se l'amener du droit, piquer. Ça, c'est la preuve d'un grand joueur. C'est pareil, quand tu arrives à faire un 1-2 dans un petit espace comme ça, avec plein de monde autour de toi, qu'on te la remet, elle arrive un peu derrière, tu te la remets bien, tu dribbles. Ça, c'est magnifique. Franchement, l'action, elle est sublime. Et rien que pour cette action-là, moi, je regarde le foot pour ce genre d'action-là. Je suis supporter d'Arsenal, donc cette année, ça ronfle un petit peu, mais d'habitude, on est adepte de ce jeu-là. Et quand je vois Auxerre le faire, et que je vois aussi des supporters de toutes les communes, que ce soit Toulouse, Paris, Marseille, des Lyonnais, qui disent que Auxerre, c'est sérieux dans le jeu et on peut faire des très très bonnes séquences offensives, moi, ça me fait plaisir. Voilà. Donc, je récompense le buteur. Ouais, je suis d'accord avec toi sur Namasso. Je trouve qu'il a beaucoup de qualité d'eau au jeu, qu'il est bon dans les petits espaces, aussi bien pour trouver la passe que pour, hier on l'a vu, la conduite de balle dans la surface sous pression comme ça, faut être un joueur d'une bonne qualité technique. Le seul petit hic, moi, que j'aimais, c'est sur son positionnement. Clairement, il est meilleur dans Il était l'axe. perdu il était un peu perdu. Sur la deuxième mi-temps à Monaco, sur la deuxième mi-temps contre Toulouse,
il est clairement meilleur parce qu'il a un positionnement dans l'axe. C'est Confer son but, clairement. Mara est décalé sur la gauche et Namasso prend l'axe. Il a l'axe pour lui. Et moi, je trouve que c'est ce qui va clocher. Sinayoko a commencé dans l'axe. Namasso, a priori, est meilleur dans l'axe. Va falloir que cette animation trouve son équilibre Mara, pour que Mara est meilleur dans l'axe. Mara est meilleur dans l'axe. Et finalement, quand on regarde, là, on a trois joueurs au profil différent, mais au positionnement favori similaire. Et moi, c'est presque ça qui pour moi peut poser problème, même si pour l'instant les trois arrivent à s'animer. Ce serait presque dommage, par exemple, de cantonner Namasso à un rôle plutôt côté, alors qu'on voit qu'il est plus à l'aise dans l'axe et que clairement, c'est là où il s'épanouit dans le jeu. Donc, faudra voir comment ça s'anime. Après, effectivement, Kevin parle de Sierralta qui a été important en fin de match, évidemment. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais hier sur Twitter. J'enlève en rien sa qualité à gagner les duels. On peut rien dire. Hier, son taux de réussite dans les duels est super élevé, que ce soit au sol ou dans les airs. De la Euh, tête. de la tête, évidemment, il est à l'aise. Pour moi, le seul problème, c'est que il a aucune qualité, aucune capacité avec ballon, que ce soit sous pression ou même parfois où tu te dis, il a le temps, rien que pour décaler Siway, et il préfère mettre devant, et ça va être à régler, mais potentiellement une petite marge de progression. Après, pour finir Ouais. sur les positifs, bah, Mensah, que j'ai trouvé pas ridicule sur un poste qui est quand même pas du tout le sien. Évidemment, Dono qui revient au bout de 4 minutes, qui montre qui est le patron. Sur ce poste de gardien, il revenait quand même de 2 matchs de suspension. Donc voilà, il peut avoir des petits problèmes. Enfin, voilà, il faut se réadapter, même s'il avait joué avec la réserve la semaine dernière. Il arrive, il arrête le penalty d'office. Mara, que j'ai trouvé un poil moins bien contre Monaco, mais encore dans l'impact physique, dans la volonté d'aller chercher, etc. Je le trouve quand même intéressant. Et puis voilà, où Soudanois, évidemment, la complémentarité au milieu de terrain. Euh, je voulais juste, au-delà du rouge de Bgard, qui est pour moi complètement justifié et complètement débile, ça fera d'ailleurs l'objet de mon flop. Voilà, je spoil mon flop, mais les rouges à répétition pour des raisons complètement débiles. Emmanuel, je voulais juste avoir ton avis brièvement sur le penalty sifflé d'abord, puis rappelé par la VAR. En fait, moi, je sais pas pour vous, mais moi j'étais derrière mon écran, j'étais pas au stade hier. Et j'ai trouvé les commentateurs de Ligue 1 Plus, enfin c'était assez paradoxal leurs commentaires parce que finalement, voilà, ce qu'ils défendaient c'était que le Sinayoko mettait volontairement son corps en opposition, qu'il allait chercher le duel, que c'était lui qui mettait la jambe. Mais, enfin, de mon point de vue, une fois que l'attaquant a passé l'épaule et la jambe devant le défenseur sait qu'il peut plus le toucher. Je sais pas quel est ton avis là-dessus, Emmanuel, toi qui es côté adverse, côté Toulouse, évidemment. On aurait plutôt tendance à dire péno pour Auxerre. Toi qui es de l'autre côté, voilà, la VAR a quand même appelé l'arbitre qui a finalement annulé son penalty, c'est que visiblement il y avait une erreur manifeste. Quel est ton avis là-dessus, Emmanuel? Ouais, moi je trouve que le péno était vraiment sévère parce que il modifie vachement sa course pour planter son pied devant Cresswell qui peut pas faire autre chose que poursuivre sa course pour le coup. Et ensuite il tombe un peu facilement. Donc je trouve que c'est pas très naturel. On dit souvent que le défenseur se désintéresse du ballon pour dire qu'il a fait faute. Bah, ça marche peut-être dans l'autre sens, tu vois, dans un duel. Là, en l'occurrence, je trouve que il a un peu, c'est un peu grossi en fait. On voit qu'il a vraiment planté son pied devant Cresswell en espérant tomber et il tombe ensuite. Mais ouais, je trouve que, puis surtout à cet endroit de la surface, c'est toujours un peu litigieux ces trucs-là, mais je trouve que cette faute-là, dans la situation où je trouve Sinayoko, c'est difficile d'en faire un péno à la fin, quoi. Par contre, moi je trouve que le rouge est un peu sévère, franchement. Le geste est stupide et c'est normal de lui mettre au moins un jaune, mais un rouge là-dessus, parce qu'il retient un peu son geste, on voit qu'il est un peu énervé, mais bon, au final, c'est un petit coup. Caceres est un peu vicieux sur le coup et il amplifie le truc, mais moi je trouve que mettre rouge là-dessus, franchement, c'est pas. C'est un peu changer le cours du match pour un événement assez mineur, quoi. Mais pas dangereux, parce que franchement, le geste de Hoppegarde, il est pas dangereux, quoi. Après, ouais, ouais, je pense, mais enfin, sur ce type de choses, moi, enfin, je suis peut-être, mais je trouve que c'est bien de sanctionner l'intention finalement. C'est-à-dire que Mm. Hopgard, il se relève, il modifie le Bon. sens de sa course pour aller mettre un coup à Caceres. C'est ridicule, le coup est ridicule. Évidemment, Caceres n'a rien ressenti, mais il joue le truc comme tous les joueurs d'expérience l'auraient fait.
il fait bien parce que l'avare rappelle Hopgard prend rouge, mais c'est surtout l'intention. Hopgard, il a absolument pas à modifier sa course pour aller mettre un coup dans le dos à Caceres. Quoi que ce soit, que ce soit un coup mineur comme ça ou qu'il lui mette un coup de poing dans la tête ou quoi que ce soit, il y a à aucun moment, enfin, je trouve ça complètement débile et bah, j'y reviendrai après dans mon flop, mais ça fait écho à ce que fait Casimir la semaine dernière contre Monaco où il se frite volontairement avec Minamino, il prend un premier jaune, et après il prend un deuxième jaune, bon, qui est complètement justifié. Mais ça fait quand même 2 rouges 2 semaines de suite, sur des gestes d'humeur et complètement évitables, quoi. Et tu pénalises ton équipe. Hier, Obliard prend quand même rouge à la 65 ou 70. Il prend rouge, il laisse quand même 20-25 minutes son équipe dans la panade, quoi. Donc, enfin, le rapport utilité-conséquence, bah, enfin voilà, Ah, quoi. c'est sûr, non, mais c'est sûr. Ça se pose Ouais, là. complètement. Mais d'ailleurs, Oedegaard, enfin, moi j'avais cru comprendre qu'il y avait une petite hype côté Auxerrois quand il était arrivé. Enfin, peut-être que j'ai confondu avec un autre joueur, mais je pensais vraiment Non, qu'il non, a. ouais. Ouais, ouais, bah, je l'ai pas trouvé fantastique, quoi. Non, non, il a pas été. Je trouve, ouais, comme l'a dit Will, il manque beaucoup de confiance en lui. C'est beaucoup un jeu très stéréotypé vers l'arrière, je trouve. Et même si il nous a gratifié d'un beau petit pont hier, c'est très très rare ce genre de geste. Alors qu'il avait montré, je trouve, au tout début, sur ses toutes premières entrées, de l'allant offensif. Il frappait, il osait même frapper à 20-25 mètres quand il était sur son pied gauche en bonne position, etc. Là, on le sent beaucoup plus dubitatif. Et la différence avec Mensa sur l'apport offensif, la qualité technique, c'est vrai qu'elle est assez forte. On va passer au top flop, messieurs, parce qu'on est déjà à 1 heure d'émission. Qu'est-ce que c'est long et le classique doit être terminé d'ailleurs. Non, c'est la toute Oui, fin. on est à la 91e, il y a toujours un 0. D'accord, et je vois que Marseille vient de prendre un carton rouge. Ah, bah ça c'est pas actualisé alors, parce que je suis à 91e et. Pour l'instant, j'ai juste carton rouge, j'ai pas encore le joueur. J'ai J'ai le pas. match devant les yeux et il n'y a pas de carton rouge. Ah bah écoute, ça doit être mon appli qui me, ça doit être mon appli qui me Ouais, pour troll. l'instant, il n'y a rien. Messieurs, passons au top flop. Vous le savez, le top flop, ça peut être un joueur, mais ça peut être n'importe quel événement ou quoi que ce soit qui a un rapport direct avec le match d'hier. Dans le chat, n'hésitez pas à nous donner vos tops et vos flops sur le match d'hier. Allons-y. Messieurs, je sais pas lequel de vous veut commencer, peut-être que je vous prends un peu de cours. Je vais y aller parce que moi, je les ai en tête, et puis après, comme ça, je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Euh, Côté flop, bah, vous l'avez compris, ce sera Hopgard en suivi de Casimir la semaine dernière. C'est vraiment préjudiciable d'avoir des joueurs qui ont des excès, des petits excès d'humeur comme ça qui nous coûtent très cher. 20-25 minutes à 10, mais aussi des matchs de suspension derrière. Kevin qui nous dit que Hopgard peut prendre potentiellement 3-4 matchs. Évidemment, c'est un geste d'humeur, ça va être sanctionné pour montrer l'exemple. Et dans le contexte qu'on connaît avec les nombreux absents en défense, et ben ça va être très préjudiciable pour nous, comme ça l'a été pour Casimir. Donc ça, c'est mon flop. Mon top, par contre, c'est évidemment l'action du but. Quel but, ça a fait le tour des réseaux sociaux. Action magnifique en une touche, Danois, Owusu, Mara, Namaso, Sinayoko, Namaso, à la conclusion, le petit ballon piqué. Voilà, c'est mon top pour le match d'hier. Guillaume, si tu veux y aller sur ton top flop. Mon top, c'est la solidarité de l'équipe. On joue avec nos moyens, mais il y a un dernier match où aussi ça fait un peu le tour des réseaux, où tu vois Elisha faire une action incroyable, faire une tête plongeante et essayer de sauver le ballon. Je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier match. Bah ça résume bien l'équipe. En fait, on n'a pas de grand budget, on n'a pas de grands joueurs. Par contre, on a des joueurs de devoir. Et de la première à la dernière minute, bon, les premières minutes, on est toujours un peu hésitant. On va dire de la 10e à la 90e minute, on joue avec de l'envie et surtout on est solidaires entre nous. Et ça fait vraiment la force de l'équipe. Le public le sent. Mm. Et à la Baie des Champs, tu les entends, ils poussent, ils poussent, ils poussent, et ça plaît au public. Et tu vois qu'entre eux, voilà, il y a de l'entente, ça se tape dans les mains. Tu le vois en fait sur des petits gestes, un petit replacement dans l'axe. On a vu Sioué et Senaya par exemple hier. Voilà, ils se tapent dans les mains entre deux actions, etc. Tous ces petits gestes-là, ça montre que voilà, il y a un collectif qui se met en place. Et pour moi, ça c'est vraiment le gros point positif de l'équipe en ce début de saison. Pour moi, le flop, j'en ai deux, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les coups de pied arrêtés. Pour moi, c'est un gros flop, parce que pour moi, ils sont très très importants, surtout en Ligue 1.
Et mon deuxième flop, j'en ai parlé un petit peu avec des proches il n'y a pas longtemps. Pour moi, on manque de malice. Et le carton rouge d'Opegaard vient en ce sens. Si Opegaard est un peu malicieux et un peu intelligent, sur la faute du Toulousain, il tombe, il se prend vite fait la barrière, il fait 3 roulades. Et je pense que le carton peut être inversé en fait. Ouais, bien sûr. Manque de vis. Ça résume un peu notre état d'esprit. Alors attention, je cautionne pas. Et bon, Caceres, c'est ça. On a un peu joué tout le long du match. Il en faut des joueurs comme ça dans une équipe. Et je pense que Dioufé est rentré un peu dans ce sens-là à la fin pour garder le ballon, pour gagner du temps un petit peu. Dioufé est capable de le faire. Par contre, nous le trouve beaucoup trop gentil. Et même en Ligue 2, c'était le cas. Voilà, on tombe, on se relève tout de suite. Alors, l'état d'esprit est génial, il n'y a rien à dire. Mais attention, à ce niveau-là, il faut savoir un petit peu influencer les décisions arbitrales, avec le public qui pousse derrière, qui commence à siffler, l'arbitre qui est un peu pas lucide, qui fait des grandes courses, qui peut sortir des cartons comme ça, et des cartons jaunes. Un défenseur qui a un carton jaune, tout le match, il y pense. À chaque fois qu'il veut intercepter le ballon, ah, j'ai un carton jaune, attention. À ce niveau-là, c'est hyper important d'être à 11. Là, on prend 3 cartons rouges en 5 matchs. Tu l'as dit avec Casimir. Casimir, sur le premier carton jaune, il regarde son coéquipier et il commence à rigoler parce qu'il a fait prendre un carton jaune à l'adversaire. Mais l'offensif, il s'en fout d'avoir un carton jaune. C'est bien plus dommageable pour le défenseur d'avoir un carton jaune que l'offensif. Et je trouve qu'on manque de malice, des fois sur une faute un peu, des fois on se prend des semelles, etc. Bah, tu vois les autres équipes, Caceres, il a fait tout le match. Hop, il fait 3 roulades, tu as l'impression que sa jambe elle est cassée, etc. 2 secondes après, il court. Mais il influence les décisions arbitrales. Et en fait, ça, nous, je trouve qu'on manque réellement de malice et un peu d'intelligence là-dessus pour mettre un peu la pression à l'arbitre. Voilà, peut-être la première fois, tu n'auras rien, mais la deuxième, il va sortir le carton jaune. Tandis que nous, on se relève, hop, on essaie de jouer vite. L'état d'esprit est génial, je leur dis. Je ne veux pas qu'on soit tricheur, etc. Et d'ailleurs, c'est souvent dit, et je suis d'accord, les adversaires, souvent sur les réseaux, évoquent notre état d'esprit. Je me souviens du match contre le PSG où on fait 0-0 à la Baie des Champs, où je vais passer les mots un peu vulgaires qu'ils disaient, mais en gros, on était dans un très très bon état d'esprit et on tuait pas les matchs à vouloir gagner du temps. Mais par contre, je trouve qu'on en manque réellement cette malice. Pour moi, Opegaard, il doit tomber, il doit faire 3 roulades et le Toulousain doit prendre son carton parce qu'à pleine vitesse, en plus en sachant que ça glissait pas mal, etc., à pleine vitesse, pardon, son geste est très très dangereux. Et je pense que le carton aurait pu être inversé. Ouais, je suis d'accord avec toi sur certaines situations qu'on manque un peu de vis. Quelquefois, Emmanuel, sur ton top flop. Alors, je vais essayer d'être un peu original, mais en top, ouais, je suis content que Senaï ait fait un bon match parce que moi, je le suivais un petit peu quand il était à Rodez, qui est un club voisin de Toulouse, on va dire. Après, ouais, les trois de devant, c'était quand même pas mal. Il y avait de quoi. Moi, j'étais un peu inquiet pour vous offensivement parce que vous avez quand même perdu Perrin, même Traoré. Sinayuko, c'était pas sûr jusqu'au bout. Et finalement, bah, en tout cas, il y a des joueurs qui tiennent la route et puis qui marquent. Parce que Namasso fait une bonne finition, même si Rest fait n'importe quoi. En flop, je pourrais mettre Rest parce qu'il n'a pas énormément de choses à faire dans ce match, mais je ne sais pas ce qu'il fout au sol comme ça sur l'action. Et c'est assez ridicule. Alors qu'il faisait un bon début de saison, il était un peu en train de se remettre à l'endroit. Là, c'est pas lui qui nous coûte le match, mais bon, c'est aussi son rôle d'arrêter ce ballon-là, quoi. Et puis après, peut-être que je mettrais Sierralta en top, moi, parce que c'est un joueur qui me faisait un peu peur quand j'ai vu que vous le recrutiez, puisqu'en défense aussi, il y avait un petit chantier. Et finalement, même si on voit les défauts qu'il a, c'est quand même un mec qui peut être précieux sur des fins de match un peu difficiles, où il faut dégager des ballons, défendre sa surface. Visiblement, il sait le faire et il sait jouer comme ça un peu sous pression et être le patron. Et je pense que Auxerre aura souvent des fins de match comme ça quand il faudra tenir un résultat cette saison. Et ça peut te faire gagner des points à la fin. Donc quand même plutôt Sierralta en top. Et puis Donovan Léon, parce que je me rappelle de sa trajectoire à Auxerre, du coup, même en Ligue 2, où il n'était pas toujours indiscutable. En tout cas, il était parfois critiqué. Et je trouve qu'il a quand même une belle trajectoire de carrière comme Sinayoko. Donc voilà, deux belles trajectoires. Ouais, je suis d'accord avec toi. Deux très belles trajectoires. J'ai l'impression que Wills nous a quittés. Je sais pas s'il va réussir à nous rejoindre. Mais on va passer au petit bilan pour terminer l'émission. On est déjà à 1h10 d'émission. On va terminer ça assez rapidement. Le petit bilan après 5 matchs. Je vous l'avais demandé en émission de pré-saison, on va dire. Combien est-ce que vous imaginiez de points pour Auxerre après 5 matchs, sachant qu'on jouait à domicile Lorient, Monaco et Toulouse, et puis qu'on se déplaçait
à Nice et à Nantes. Finalement, ça fait 6 points. Beaucoup, je m'en rappelle, disaient 7, 7 voire 9. Il y en a qui voyaient victoire contre Lorient, Nantes, Toulouse. Il y en a qui nous voyaient même prendre des points contre Nice parfois. Finalement, Guillaume, après 5 matchs, aussi bien sur le plan comptable que sur le plan du jeu, qu'est-ce que tu en retires? On en a déjà pas mal parlé, mais finalement, 6 points après 5 matchs, il me semble que ça nous fait pointer à la 10e place, un truc comme ça. Mhm. C'est pas ridicule. Sur ton petit sondage de pré-saison, moi j'avais évoqué 3 points. Tu vois, donc les 6 points pour moi sont plutôt pas mal. Je voyais 3 matchs nuls sur les 5 premiers matchs avec 2 défaites. Nice-Monaco, je voyais défaite, sinon je voyais 3 matchs nuls. Si tu regardes un peu les matchs, on n'était pas loin des matchs nuls à chaque fois. Même Toulouse hier aurait pu faire match nul et aurait peut-être dû même à 11 contre 10 faire match nul. Mais je pense que les 6 points, 10e place, alors attention, en dessous, c'est très très serré. Je pense que ça va être très très dur pour nous quand même cette saison. Donc les points qu'on prendra en ce début de saison, on a évoqué Lorient et donc là Toulouse, sont très très bons à prendre. Là, Willis l'avait évoqué, on a une série de 3 matchs qui va être très très compliquée. Après, on jouera Le Havre en 4e match où voilà, pareil, c'est notre championnat, il faudra prendre des points. Mais tous ces matchs, Toulouse, Angers, Le Havre, Lorient, Metz, etc., il faudra prendre des points. Donc que ce soit beau ou pas, si on veut rester en Ligue 1, il faudra les 3 points, prendre par-ci par-là des matchs nuls et pourquoi pas espérer sur des équipes, disons, plus fortes, prendre quelques matchs nuls par-ci par-là. Si on veut se sauver, je vois pas d'équipe, il n'y en aura pas beaucoup, beaucoup en dessous. Je pense que Lorient et Metz, ça va être très, très compliqué pour eux. Et après, ça va être très serré entre les équipes que j'ai évoquées. Même, je vois Toulouse, désolé. Euh, je les vois pas en première partie de. Je peux me planter, hein, mais je les vois pas. En tout cas, ce que j'ai vu hier, je les avais trouvés, comme je l'avais dit, meilleurs contre Lille. Mais sur le match d'hier, c'est inquiétant et je les vois pas non plus aller dans la première partie de tableau. Donc je les vois plutôt avec nous. Et du coup, 3 points sur eux, bah, ça se prend. Ouais, ouais, tout à fait. Tu fais très bien de le dire. 3 points hier, effectivement, il n'y avait pas forcément la forme, mais en tout cas, les points y sont. Donc c'est vraiment le principal. Will s'est revenu dans la room, mais j'arrive pas à le mettre sur le stream. Et de toute façon, on va clôturer parce que je suis désolé, mon Will, j'arrive pas à te remettre dans le live. Mais de toute façon, on va clôturer parce qu'on est déjà 1h15 d'émission à peu près. Juste, je voulais finir avec toi, Emmanuel, sur prochain match. Enfin, vous recevez Nantes, qui nous ont battu 1-0 il y a deux journées de ça. Ce serait bien de prendre des points pour vous. Là, vous enchaînez 3 défaites de suite. Ouais, ben ouais, ouais, c'est clair. On a été un peu euphorique après les 2 premières victoires et là, le retour sur terre est un peu brutal. Oui, Euh, mais ouais, ben Nantes, c'est le genre de match qu'il faut gagner, ouais, effectivement. Si on gagne pas celui-ci à domicile, ça va commencer à chauffer un petit peu. D'autant que, comme je le disais, on sort d'un été où on avait très peu de certitudes et où il y a eu beaucoup de chamboulements. Donc ça va un peu tout remettre en question si à nouveau on prend pas 3 points. Après, moi, j'ai du mal à être vraiment inquiet là sur cette saison, bizarrement. Je pense qu'on a quand même une petite marge sur pas mal d'équipes, y compris une équipe comme Nantes. Je pense qu'on est quand même un petit peu au-dessus. Donc voilà, moi je nous vois terminer au pire dans le bas du ventre mou. Et je me fais pas trop de soucis non plus pour Auxerre. Je pense qu'il y a pareil une petite marge. Il y a quand même des équipes qui font un peu peur cette saison, même si Le Havre ou Angers, là, au courage, ils arrivent à faire un début de saison correct. Je pense que ça va être sur la durée, ça va vraiment être chaud parce qu'ils n'ont pas de plan B. Angers, ils n'ont pas de buteur à part Prosper Peter, qui est un mec qui a 18 ans et qui n'était pas annoncé comme un crack. Voilà, je pense que ce genre d'équipe, c'est quand même vraiment un ton en dessous de Toulouse et d'Auxerre. Donc, je pense qu'on se retrouvera en Ligue 1 l'an prochain, mais il reste du temps avant de conclure ça. Ouais, je suis d'accord avec toi qu'il y a des équipes qui ont l'air en difficulté. Lorient, Metz, Le Havre, Angers. Effectivement, on a l'impression, en tout cas, qu'il y a des équipes qui sont plus faibles que le TEF et que la GIA sur cette saison. Juste, Will, je crois qu'on t'a rattrapé. Normalement, tu, Oui, tu m'entends bien. Juste pour terminer très très brièvement, le bilan après 5 journées, 2 victoires, 3 défaites, 6 points et une 10e place. Voilà, juste ton petit ressenti. bah, très très brièvement, je m'attendais quand même à faire 9 points sur 15, je t'admets. Voilà, la défaite contre
J'avais bon espoir qu'on prenne enfin 3 points à la Beaujoire. Parce que dans le jeu, même s'ils ont eu beaucoup de ventes, Nantes, et qu'ils sont pleins aux as, et bah, force est de constater que leur recrutement, bon, il y a des joueurs d'expérience, hein, il y a Coquelin, il y a Lopez, il y en a, mais dans le jeu, ils sont abominables. Mais vraiment, genre, je suis dégoûté parce que c'est justement, ça vient de Senaya. Vous écoutez tout à l'heure, là, je galérais à revenir, mais vous parliez de Senaya, notamment toi, Emmanuel. Et ça vient encore d'une bonne intention de Senaya, le but à Nantes, avec une tête qui rebondit sur Owusu, qui envoie le mec, bref. Donc très amer sur cette défaite-là. Et puis Monaco-Nice, bon, c'est des matchs où tu t'attends pas forcément à quelque chose. Et si tu as quelque chose, bah, tu es content. Mais forcément, Nantes, je m'attendais à autre chose, étant donné que c'est plus une équipe de notre calibre. Donc ouais, content parce que on se trouve pas dans une position qui est atroce, alors que ça aurait pu être hier soir, hein, si on n'avait pas gagné. Mais pas non plus à 100% satisfait au niveau comptable parce que j'espérais 9 points. J'espérais pas qu'on joue aussi bien par contre. Donc faut pas être trop gourmand non plus. J'aime bien quand on joue bien. Je vais pas faire la fine bouche. Mais c'est vrai que ouais, 8-9 points, j'aurais préféré. Oui, bien sûr, évidemment, tout le monde aurait préféré, et même Nantes, comme tu le dis, c'est presque rageant de ne pas prendre 2 points, même contre Nice, hein, on n'est pas ridicule du tout, du tout. Du tout, Jusqu'au même à rouge 10 de contre 11. Léon, même à 10 contre 11, on n'est pas ridicule. Donc voilà, évidemment, on se contente des 6 points. Une victoire hier contre le TEF était importante. C'est chose faite. Messieurs, il est Petit tard. top, dernier top. Je n'ai pas pu dire mon top et il va être très bref. C'est l'hygiène et la propreté qu'a laissé le vestiaire Toulouse, avec le petit mot, les petits échanges entre community managers de chaque club. J'aime bien, ça j'aime bien. Voilà, C'est c'est vrai. mon top. Très belle image, très bel état d'esprit. Et on sait, Toulouse qui est toujours un club assez respectueux, qui fait peu de bruit, mais qui respecte ses adversaires. Même les petits bouts de 4 quarts en prime. Donc voilà, j'espère que le CM de la GIA s'est bien régalé. Messieurs, en tout cas, merci à vous d'avoir été là. Je vous ai gardé jusqu'à un peu tard. Je suis désolé. Merci beaucoup, Wills, Guillaume, Emmanuel. Passez une agréable soirée. Merci à vous tous dans le chat. Malgré une soirée chargée, il y avait quand même du monde. Donc ça fait toujours plaisir. La rediff sera dispo dès demain pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Et puis, bah, on se retrouve lundi prochain pour débriefer le déplacement au parc. Déplacement qui s'annonce très très compliqué. J'y En, at- serai. en attendant, merci beaucoup à tous. Ça fait plaisir d'avoir passé cette soirée avec vous. Et puis, bah, profitez bien. Et puis, bonne semaine à tous et allez la GIA. Merci à tous. Merci, au revoir, bonne Salut. soirée les gars. Ciao.